Une jeune fille noire dit à un millionnaire « Je peux réparer votre cœur brisé. Ce qui se passe ensuite va vous choquer. Partez d'ici avant que j'appelle la sécurité », murmura David Blackstone, sans même lever les yeux de la tombe fraîchement recouverte de terre. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait le bouquet de roses blanches qui avait coûté plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. La jeune fille de 19 ans resta immobile à côté du mausolée en marbre italien, ses baskets usées contrastant brutalement avec les chaussures italiennes à 3 000 $ de l'homme le plus riche de la côte ouest. « Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un que l'on aime plus que la vie », dit Keisha doucement, ignorant complètement la menace. David leva enfin les yeux, ses yeux rougis par les larmes rencontrant les siens. « Vous ne savez rien de moi ni de ma fille. Comment osez-vous? Votre fille Emma avait 7 ans lorsqu'elle est morte dans l'accident. Elle adorait peindre des papillons et vous demandez toujours de lui lire la même histoire sur une princesse courageuse avant de s'endormir. » La voix de Keisha était ferme, mais douce. « Et vous êtes ici depuis 3 mois, tous les samedis à 14 h, parce que c'était l'heure où vous déjeuniez ensemble. » Le millionnaire recula comme s'il avait reçu un coup de poing. Personne ne connaissait ses détails intimes. Pas même son ex-femme, qui le tenait pour responsable de la mort de leur enfant et avait disparu avec la moitié de sa fortune après un divorce tumultueux. « Qui diable pensez-vous être ?» grogna David, sa tristesse se transformant rapidement en colère. « Une intruse qui… »« Je travaille à l'hôpital où votre fille a passé les 15 derniers jours de sa vie, » l'interrompit Keisha en sortant de sa poche un petit dessin plié. « Et elle m'a demandé de vous remettre ceci quand le moment serait venu. » Les mains de David tremblèrent violemment lorsqu'il reconnut le dessin grossier d'un papillon rose qu'Emma avait fait quelques semaines avant l'accident. Au dos, dans l'écriture hésitante d'une enfant de 7 ans, était écrit « Papa, ne sois pas triste pour toujours. Je veux que tu sois à nouveau heureux. » Pendant un instant, le cimetière fut plongé dans un silence absolu, à l'exception du bruit d'un homme milliardaire essayant de ne pas s'effondrer complètement devant une inconnue. « Vous ne comprenez pas, » murmura David en serrant le dessin contre sa poitrine. « J'ai tout détruit. À cause de mon travail, à cause de mes choix égoïstes, elle est morte à cause de moi. » Keisha regarda cet homme puissant s'effondrer devant ses yeux, et quelque chose dans son regard révéla qu'elle savait exactement quoi faire de toute cette douleur. Quelque chose qui allait bien au-delà de la simple compassion. C'était le regard de quelqu'un qui portait ses propres secrets dévastateurs. « Monsieur Blackstone, » dit-elle, sa voix empreinte d'une détermination qui fit cesser David de pleurer et lui fit prêter attention. « Je peux réparer votre cœur brisé. Mais d'abord, vous devez être prêt à découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Ce que ce milliardaire ignorait, c'est que la jeune femme devant lui détenait des informations qui pourraient non seulement changer sa perspective sur la mort d'Emma, mais aussi bouleverser complètement tout ce qu'il croyait savoir sur la justice, la rédemption et le véritable pouvoir de la vengeance servi avec sagesse. Si cette histoire de douleur et d'espoir vous touche profondément, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une rencontre impossible entre deux mondes opposés allait se transformer en quelque chose que personne n'aurait jamais pu prévoir. 3 semaines après cette rencontre au cimetière, David Blackstone allait découvrir qu'accepter l'aide de Keisha Washington serait la décision la plus dangereuse de sa vie de milliardaire. « Vous avez dit que vous pouviez réparer mon cœur brisé », murmura David, assis dans le fauteuil en cuir de son bureau au 40e étage. « Mais depuis ce jour-là, je n'arrête pas de penser à ce que vous avez dit à propos de découvrir la vérité. » Keisha regardait par la baie vitrée la ville s'étendre à ses pieds. Ses vêtements simples contrastaient brutalement avec le luxe obscène de cet environnement, mais son attitude révélait une confiance qui ne correspondait pas à son statut social apparent. « Monsieur Blackstone, que savez-vous du conducteur du camion qui a percuté la voiture d'Emma cette nuit-là » Marcus Webb, 23 ans, ouvrier du bâtiment. Il conduisait en état d'ivresse quand David ne parvint pas à terminer sa phrase, le traumatisme lui déchirant encore la gorge comme du verre brisé. « Et que savez-vous de celui qui a payé sa caution ? Ou de celui qui a engagé les meilleurs avocats de la ville pour le défendre ? Ou de la raison pour laquelle il n'a été condamné qu'à 2 ans de prison pour homicide involontaire ?» David leva lentement les yeux, une ombre de confusion traversant son visage. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» Keisha ouvrit un dossier qu'elle avait apporté avec elle et fit glisser quelques photos sur la table. Marcus Webb n'était pas seul cette nuit-là. Il sortait d'une fête privée sur un yacht ancré dans le port. Une fête organisée par quelqu'un que vous connaissez très bien. Les photos montraient le jeune Marcus titubant sur un yacht de luxe, clairement ivre, tandis qu'à l'arrière-plan, une silhouette familière souriait aux caméras. Jonathan Crawford, associé minoritaire de la société de David et fils d'une des familles les plus influentes de la côte ouest. C'est Jonathan Crawford qui a offert à boire à Marcus toute la soirée. C'est Crawford qui a insisté pour qu'il conduise le camion de l'entreprise alors qu'il était ivre, parce que c'était plus drôle comme ça. Et c'est Crawford qui a payé tous les frais juridiques pour que Marcus ne passe que 2 ans en prison.
David sentit le monde s'écrouler à nouveau, mais cette fois d'une manière complètement différente. C'est impossible. Jonathan était avec moi à la réunion du conseil d'administration ce soir-là. Nous discutions de la fusion avec l'entreprise allemande. Non, monsieur Blackstone. Vous étiez à cette réunion jusqu'à 23 heures. Emma est morte à 2 heures du matin. Et Jonathan célébrait quelque chose de très précis sur ce yacht. Keisha fit glisser un autre document sur la table. Des relevés bancaires détaillés montrant des virements astronomiques du compte personnel de Jonathan Crawford vers des comptes offshore, tous effectués dans la semaine qui avait suivi l'accident. Célébrer quoi? Murmura David, mais une partie de son esprit commençait déjà à comprendre. La mort d'Emma signifiait que votre entreprise serait vulnérable. Un père en deuil n'est pas en mesure de prendre des décisions commerciales complexes. Et si quelque chose vous arrivait également, disons un accident causé par la dépression et la culpabilité, Jonathan Crawford hériterait du contrôle de l'entreprise grâce aux clauses que vous avez vous-même signées, lui faisant confiance comme à un frère. David agrippa le bord de la table, ses doigts devenant blancs. Vous êtes en train de me dire que Jonathan, qu'il a orchestré la mort de ma fille pour voler mon entreprise. Je ne le dis pas, monsieur Blackstone. Je le prouve. Keisha posa un enregistreur numérique sur la table. Marcus Webb a été libéré de prison il y a 3 semaines. Et il a enregistré cette conversation avec Jonathan Crawford 2 jours plus tard. La voix de Jonathan résonna dans le bureau silencieux. « Écoute, petit, tu as respecté ta part du marché. Le vieux Blackstone est détruit, comme prévu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il se tue à petit feu avec l'alcool et la culpabilité, et je prendrai le relais. Tes 2 ans de prison valaient 20 millions de dollars. Ce n'était pas une mauvaise affaire. » David se leva brusquement, renversant sa chaise. Ses mains tremblaient d'une rage qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie. Pourquoi? Pourquoi me montrez-vous ça? Keisha rangea calmement les documents dans le dossier, ses gestes révélant une organisation et une méthodologie qui ne correspondaient pas à l'image d'une simple employée d'hôpital. Parce que je ne travaille pas à l'hôpital, monsieur Blackstone. Je travaille pour une agence d'enquête privée spécialisée dans les affaires que le système judiciaire traditionnel ne parvient pas à résoudre. Et parce qu'Emma n'était pas la première enfant que Jonathan Crawford avait tuée pour de l'argent. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit de la respiration haletante de David alors qu'il assimilait l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. « Monsieur Blackstone, dit Keisha en se levant et en se dirigeant vers la porte, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de continuer à vous détruire avec la culpabilité d'une chose qui n'a jamais été votre responsabilité. Ou vous pouvez choisir de faire payer Jonathan Crawford pour chaque larme qu'il vous a fait verser, pour chaque nuit où il vous a réveillé en criant le nom d'Emma. » Elle s'arrêta à la porte et se retourna pour le regarder une dernière fois. Mais si vous choisissez la deuxième option, vous devez comprendre que ce ne sera pas seulement une quête de justice. Ce sera une guerre. Et Jonathan Crawford a des ressources, de l'influence et des relations qui rendront notre mission extrêmement dangereuse. Ce que David Blackstone ignorait, c'est qu'accepter de se lancer dans cette guerre ne serait que la première étape d'un plan que Keisha avait méticuleusement élaboré pendant 2 ans. Un plan qui impliquerait non seulement la destruction de Jonathan Crawford, mais aussi l'exposition d'un réseau de corruption qui reliait les familles les plus puissantes de la côte ouest à des crimes qui feraient passer la mort d'Emma pour la partie émergée d'un iceberg terrifiant. David Blackstone passa les 2 semaines suivantes à vivre une double personnalité qui mettrait à l'épreuve les limites de n'importe quel acteur professionnel. Pendant la journée, il maintenait sa routine habituelle, réunion du conseil d'administration, déjeuner d'affaires, appels internationaux. Jonathan Crawford restait à ses côtés, fidèle comme toujours, lui offrant des conseils paternels sur la manière de surmonter son deuil et lui suggérant de plus en plus insistant qu'il aurait peut-être besoin de longues vacances pour digérer tout cela. « Tu as l'air fatigué, mon ami », lui dit Jonathan lors d'une réunion du conseil d'administration, posant sa main sur l'épaule de David avec une fausse inquiétude. « Il est peut-être temps d'envisager de déléguer davantage de responsabilités à d'autres membres de l'équipe. Tu sais que tu peux compter sur moi pour m'occuper de tout. »« Merci, Jonathan. Tu as toujours été comme un frère pour moi, » répondit David, chaque mot brûlant sa gorge comme de l'acide. « Je ne sais pas ce que je ferais sans ta loyauté. » Mais lorsque le soleil se couchait, David se transformait en quelqu'un de complètement différent. Au cours des 14 derniers jours, il avait secrètement rencontré Keisha dans des endroits stratégiquement choisis. Un café dans la vieille ville, un banc dans un parc abandonné, la bibliothèque publique où personne de l'élite des affaires ne mettrait jamais les pieds. « Monsieur Blackstone, je dois vous faire comprendre quelque chose, » avait déclaré Keisha lors de leur 3e rencontre, en étalant des photos sur une table cachée au fond de la bibliothèque. Jonathan Crawford n'est pas seulement un tueur cupide. Il est au centre d'une opération impliquant au moins 12 familles milliardaires de la côte ouest. Les photos montraient un réseau complexe de connexions, virements bancaires suspects, rendez-vous sur des yachts de luxe, faux documents,
Et au centre de tout cela, Jonathan Crawford orchestrant ce qui semblait être un vaste complot de manipulation d'entreprise. Au cours des 5 dernières années, 7 enfants sont morts dans des accidents, dont les parents étaient PDG d'entreprises qui ont ensuite été absorbés par des sociétés contrôlées par ce groupe, a poursuivi Keisha, la voix glaciale. Emma n'était que la dernière en date. David sentit ses mains trembler. 5 ans? Vous enquêtez là-dessus depuis 5 ans? Non, monsieur Blackstone. J'enquête là-dessus depuis 15 ans. Keisha sortit une photo de sa poche, une petite fille noire souriante à côté d'un homme en costume. C'était Cha, ma petite sœur. Elle avait 8 ans lorsqu'elle est morte dans un accident de voiture. Mon père était propriétaire d'une petite entreprise technologique qui avait développé un logiciel révolutionnaire pour la sécurité bancaire. David regarda la photo, puis Keisha, reliant lentement les points. Jonathan. Jonathan Crawford était à l'enterrement. Il a présenté ses condoléances à mon père et, 2 semaines plus tard, il a proposé de racheter l'entreprise pour honorer la mémoire des Cha. Mon père, dévasté par le chagrin, l'a vendu pour une fraction de sa valeur réelle. Keisha rangea soigneusement la photo. 6 mois plus tard, ce logiciel était utilisé par les plus grandes banques du pays, générant des milliards de bénéfices. C'est alors que David comprit qu'il n'avait pas affaire à une simple enquêtrice. Il se trouvait face à quelqu'un qui avait consacré 15 ans de sa vie à une quête de justice qui ferait passer n'importe quel thriller hollywoodien pour un jeu d'enfant. J'ai des alliés, monsieur Blackstone. Des personnes dont Jonathan Crawford ne soupçonnerait jamais qu'elles puissent représenter une menace. Au cours de la semaine suivante, David fut discrètement présenté à ce réseau clandestin que Keisha avait construit au fil des ans. Marcus Webb, le chauffeur qui avait tué Emma, travaillait désormais secrètement pour eux depuis sa sortie de prison. C'est lui qui m'a contacté, expliqua Keisha. Jonathan l'avait menacé de mort s'il disait quoi que ce soit, mais Marcus a une fille de l'âge d'Emma. La culpabilité le détruisait. Le docteur Rebecca Martinez, une auditrice légale spécialisée dans les crimes financiers, avait perdu son fils dans des circonstances similaires 3 ans auparavant. Elle travaillait désormais sous couverture dans plusieurs institutions financières, traquant méticuleusement chaque transaction suspecte du groupe de Jonathan. Et puis il y avait Thomas Chen, un journaliste d'investigation qui avait perdu sa carrière après avoir tenté de révéler une partie du complot 5 ans auparavant. Jonathan avait utilisé son influence pour détruire la réputation de Thomas, mais cela n'avait fait que le motiver à travailler dans l'ombre, recueillant des preuves qui pourraient un jour faire tomber tout le système corrompu. Chacun de nous a une raison personnelle d'être ici, avait déclaré Keisha lors d'une réunion dans un entrepôt abandonné que Thomas avait transformé en centre d'opération improvisé. Mais vous, monsieur Blackstone, vous avez quelque chose que nous n'avons jamais eu. Quoi? L'accès. Jonathan vous fait confiance. Il pense que vous n'êtes qu'un homme brisé et prévisible, incapable de représenter une quelconque menace. Cette arrogance causera votre perte. Au cours des jours suivants, David a commencé à utiliser cette confiance contre Jonathan de manière subtile mais dévastatrice. Il enregistra des conversations lors de déjeuners d'affaires où Jonathan admettait, sans savoir qu'il était surveillé, qu'il était surveillé. Il copia des fichiers sur l'ordinateur partagé de l'entreprise pendant les réunions, lorsque Jonathan quittait la pièce. Il photographia des documents confidentiels que Jonathan laissait négligemment sur son bureau, convaincu que David était trop déprimé pour s'intéresser aux affaires. Il devient de plus en plus négligent, a rapporté David à Keisha après une semaine particulièrement productive. Hier, il m'a ouvertement montré un contrat d'acquisition pour une entreprise dont le PDG a perdu un fils dans un accident il y a 2 mois. Il a ri en disant que certaines personnes ont beaucoup de chance avec le timing. Keisha sourit pour la première fois depuis que David l'avait rencontré, mais c'était un sourire qui promettait des tempêtes. Monsieur Blackstone, la première phase de notre plan est presque terminée. Nous avons déjà suffisamment de preuves pour détruire publiquement Jonathan Crawford et envoyer au moins la moitié de ses complices en prison. Première phase, demanda David, réalisant qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus important. Jonathan Crawford n'est que le début. Le véritable prix à gagner, c'est tout le réseau, toutes les familles, toutes les entreprises, tous les politiciens et tous les juges qui rendent possible ce système d'assassinat corporatif. Keisha regarda par la fenêtre de l'entrepôt, les yeux brillants d'une détermination qui fit comprendre à David qu'il avait affaire à quelqu'un dont la soif de justice était aussi profonde que l'océan. Mais avant d'en arriver là, Jonathan doit payer personnellement pour Emma, pour Esha et pour chaque enfant qu'il a aidé à tuer. Et quand l'heure de la vengeance aura sonné, monsieur Blackstone, c'est vous qui l'exécuterez. David sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant que sa transformation de père en deuil en instrument de justice ne faisait que commencer. La réunion du conseil d'administration de jeudi sera le moment idéal, poursuivit Keisha en sortant un petit appareil électronique de sa poche.
Jonathan prévoit de proposer officiellement que vous soyez démis de vos fonctions pour instabilité émotionnelle. Il a déjà préparé les documents et obtenu le soutien d'un nombre suffisant de membres du conseil. Comment le sais-tu? Parce que le docteur Martinez a piraté son email hier soir. Il est tellement sûr de lui qu'il n'a même pas crypté ses messages. Keisha rit sèchement. L'arrogance est vraiment la marque de fabrique des sociopathes qui réussissent. David regarda l'appareil dans les mains de Keisha, réalisant qu'il était sur le point de franchir une ligne de non-retour. Pendant 15 ans, Jonathan Crawford avait orchestré le meurtre d'enfants innocents pour accumuler richesse et pouvoir. Pendant 15 ans, il avait dormi paisiblement, convaincu que son statut social le rendait intouchable. « Jeudi », murmura David, sentant une sensation étrange grandir dans sa poitrine, quelque chose entre la terreur et une sombre satisfaction qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. « Jeudi », confirma Keisha, Jonathan Crawford découvrira que sous-estimer un père en quête de justice a été la plus grande erreur de sa vie privilégiée. Ce que David ne savait pas encore, c'est que la vengeance que Keisha avait prévue pour jeudi n'était que le début d'un spectacle beaucoup plus grand. Un spectacle qui impliquerait une diffusion en direct, des preuves qui choqueraient tout le pays, et une révélation sur l'identité même de Keisha qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la justice. La vengeance est le véritable prix du pouvoir dans une société où les enfants sont traités comme des dommages collatéraux acceptables. Jeudi, 9h30 du matin. La salle de réunion du 42e étage de Blackstone Industries était plus bondée que jamais. Jonathan Crawford ajusta sa cravate italienne et sourit discrètement aux 16 membres du conseil d'administration. Il avait passé la semaine précédente à s'assurer que chacun d'entre eux voterait en faveur de sa proposition de « mise à l'écart temporaire pour instabilité émotionnelle » de David Blackstone. « Messieurs, avant de commencer notre réunion, dit Jonathan en se levant avec l'assurance de celui qui croit avoir tout sous contrôle, j'aimerais proposer une mesure de protection pour notre entreprise. Comme nous le savons tous, notre estimé PDG traverse une période extrêmement difficile après la tragédie personnelle. » David resta assis, apparemment résigné, feuilletant distraitement quelques papiers. « Je t'en prie, Jonathan, continue. Je suis curieux d'entendre votre proposition. » Comme je le disais, poursuivit Jonathan en distribuant des copies d'un document juridique, je pense qu'il serait prudent que David prenne un congé maladie prolongé. 6 mois, peut-être 1 an, pour faire son deuil et... Intéressant, l'interrompit David doucement en se levant et en se dirigeant vers l'écran de projection. Vous savez, Jonathan, j'ai également préparé une présentation pour aujourd'hui. Quelque chose sur la loyauté, la confiance et, enfin, le meurtre. Le sourire sur le visage de Jonathan vacilla pendant une fraction de seconde. David, ce n'est peut-être pas le moment approprié pour... Oh, je pense que c'est le moment idéal. David connecta un ordinateur portable à l'écran de projection. Surtout que cette réunion est retransmise en direct à toutes nos filiales internationales, à nos principaux actionnaires, et par coïncidence, aux principales chaînes d'information du pays. La salle devint complètement silencieuse. Jonathan regarda autour de lui, remarquant pour la première fois les petites caméras discrètement placées qui n'étaient pas là la semaine précédente. « David, qu'est-ce que tu fais ?» murmura Jonathan, sa voix perdant toute son assurance. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a 3 mois, répondit David en cliquant sur la première diapositive. Je dénonce un meurtrier. L'écran se remplit de photos d'Emma Blackstone, souriante dans un parc, peignant des papillons, endormie avec son livre préféré. Ma fille Emma est morte il y a 3 mois et 22 jours. Pendant tout ce temps, j'ai cru qu'il s'agissait d'un tragique accident. Que le conducteur ivre Marcus Webb était le seul responsable. Jonathan commença à se lever de sa chaise. David, c'est clairement un épisode psychotique. Quelqu'un doit. Asseyez-vous, Jonathan. La voix de David était empreinte d'une autorité qui fit frissonner tout le monde dans la pièce. Parce que je vais vous expliquer exactement comment vous avez orchestré le meurtre de ma fille pour voler mon entreprise. Ce qui suivit fut les 20 minutes les plus bouleversantes qu'une salle de réunion d'entreprise ait jamais connues. David montra les photos de Marcus Webb sortant ivre du yacht de Jonathan. Il reproduisit les enregistrements dans lesquels Jonathan admettait avoir fourni de l'alcool au jeune homme, parce que c'était plus amusant ainsi. Il présenta les relevés bancaires montrant les 20 millions de dollars transférés vers les comptes offshore de Jonathan dans la semaine qui avait suivi la mort d'Emma. Mais le plus révélateur, dit David, sa voix gardant un contrôle surnaturel, c'est cet enregistrement que Marcus Webb a fait 2 jours après sa sortie de prison. La voix de Jonathan résonna dans les haut-parleurs de la salle, le vieux Blackstone est détruit, comme prévu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il se tue avec l'alcool et la culpabilité, et je prendrai tout en charge. Tes 2 ans de prison valaient 20 millions de dollars. Jonathan était maintenant visiblement pâle,
la sueur coulant sur son front. Ça a pu être monté. Vous ne pouvez pas prouver. Oh, mais je le peux. David cliqua sur la diapositive suivante, montrant des documents juridiques. Parce qu'au cours des 15 derniers jours, j'ai installé du matériel d'enregistrement dans tous nos bureaux communs. Du matériel qui a enregistré toutes les conversations que vous avez eues avec vos complices. Ce qui suivit fut une succession brutale de preuves reliant Jonathan Crawford non seulement au meurtre d'Emma, mais aussi à un réseau de meurtres corporatifs qui s'étendait sur 5 ans. Catherine Morrison, fille de 8 ans du PDG de Technova Industries, tuée dans un « accident » de vélo 3 jours avant que son père ne signe une fusion défavorable avec votre entreprise. Jonathan. James Chen, fils de 6 ans du fondateur de Green Energy Solutions, mort d'une intoxication alimentaire la semaine où son père a refusé de vendre son brevet révolutionnaire. Esha Washington, sœur de 8 ans d'une personne que vous allez bientôt rencontrer, décédée dans un « accident » de voiture qui vous a permis d'acheter l'entreprise de logiciels de sécurité bancaire de son père pour une fraction de sa valeur réelle. À chaque nom, à chaque photo d'enfant mort, Jonathan Crawford se recroquevillait davantage sur sa chaise. Plusieurs membres du conseil étaient visiblement choqués, certains pleuraient ouvertement. « David, arrêtez ça !» explosa finalement Jonathan en se levant brusquement. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous ne comprenez pas les forces avec lesquelles vous jouez. Il y a des gens très puissants qui... Vous voulez dire des gens comme le sénateur Williams? Ou le juge Patterson? Ou peut-être le commissaire Morrison ?» David sourit pour la première fois depuis des mois. « Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Jonathan. Eux aussi sont en train d'être exposés en ce moment même. » David cliqua sur une autre diapositive, montrant une retransmission en direct de plusieurs autres endroits. Pendant que nous parlons, des équipes d'enquêteurs présentent des preuves similaires dans 12 autres villes, exposant tout le réseau d'assassinats corporatifs dont vous n'êtes qu'une petite, très petite partie. Jonathan regarda désespérément autour de lui, comme un animal pris au piège. Vous ne pouvez pas croire ça. Il est clairement en train de perdre la tête. C'est de la vengeance, pas de la justice. La vengeance, ce serait de vous tuer de mes propres mains, dit David calmement. La justice, c'est de m'assurer que vous passerez le reste de votre misérable vie en prison, en sachant que chaque famille dont vous avez aidé à assassiner les enfants connaît désormais la vérité. C'est à ce moment-là que la porte de la salle de réunion s'ouvrit et que Keisha Washington entra, suivie d'une équipe du FBI et du procureur fédéral de l'État. Jonathan Crawford, dit l'agent principal, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres d'Emma Blackstone, Catherine Morrison, James Chen, Esha Washington et pour complot en vue de commettre un meurtre au premier degré dans 12 autres affaires. Jonathan regarda Keisha, les yeux écarquillés de reconnaissance et de terreur. Vous êtes sa sœur. La sœur d'Esha. Oui, répondit Keisha en s'avançant, jusqu'à se retrouver face à face avec l'homme qui avait détruit sa famille 15 ans plus tôt. Et pendant 15 ans, j'ai méticuleusement construit le réseau qui vient de vous capturer. Chaque allié, chaque preuve, chaque étape de ce plan a été consacrée à faire en sorte que vous et vos complices ne puissiez plus jamais tuer un enfant innocent. Alors qu'on menottait Jonathan, il se tourna une dernière fois vers David. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. Ce réseau a des ramifications qui dépassent l'imagination. Peut-être, dit David, regardant froidement l'homme qui avait assassiné sa fille être traîné hors de la pièce. Mais Emma pourra reposer en paix en sachant que son meurtrier a été démasqué pour ce qu'il est vraiment. Un lâche qui tue des enfants pour de l'argent. Lorsque la pièce fut enfin vide, ne laissant que David et Keisha, un silence pesant s'installa entre eux. « Monsieur Blackstone, dit Keisha doucement, la première phase de notre mission est terminée. Jonathan Crawford ne sera plus jamais une menace pour aucune famille. » David regarda par la baie vitrée, observant la ville s'étendre sous ses yeux. Pour la première fois en 3 mois, il sentit quelque chose qui ressemblait à la paix grandir dans sa poitrine. « Et la deuxième phase ?» demanda-t-il, sachant intuitivement qu'il restait encore beaucoup de travail à accomplir. Keisha sourit, le même sourire déterminé qui avait promis des tempêtes dans le cimetière. La deuxième phase consiste à démanteler complètement le système qui a permis à Jonathan d'exister. Et pour cela, Monsieur Blackstone, nous aurons besoin de ressources, d'influence et d'une détermination qui va bien au-delà de la vengeance personnelle. David se tourna vers elle, réalisant que sa transformation de père en deuil en instrument de justice ne faisait que commencer. Nous aurons les deux, dit-il en lui tendant la main pour sceller un partenariat qui allait non seulement changer leur vie, mais aussi potentiellement sauver des centaines d'enfants dont ils ne connaissaient même pas encore les noms. Ce que David Blackstone ne comprenait pas encore tout à fait, c'était qu'accepter de travailler avec Keisha Washington ne signifiait pas seulement poursuivre une quête de justice, mais aussi entrer en guerre contre un système de pouvoir qui s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement,
où le prix réel de la victoire pourrait être bien plus élevé que ce que l'un ou l'autre était prêt à payer. 6 mois plus tard, David Blackstone regardait par la fenêtre de son nouveau bureau en lisant le titre « Réseau d'assassinats corporatifs démantelé, 12 cadres condamnés à la prison à vie ». Jonathan Crawford avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ses biens avaient été confisqués, sa famille l'avait abandonné, et il partageait désormais une cellule avec des criminels de droit commun qui méprisaient ceux qui faisaient du mal aux enfants. Monsieur Blackstone, dit Keisha en entrant dans le bureau avec une pile de lettres. 300 familles supplémentaires nous ont contactés pour nous demander de les aider à enquêter sur la mort suspecte de leur enfant. David sourit pour la première fois depuis la mort d'Emma sans se sentir coupable. Ils avaient fait de la fondation Emma Blackstone la plus grande organisation d'enquête privée spécialisée dans les crimes corporels contre les enfants du pays. Et les autres membres du réseau ? Demanda David. Le sénateur Williams a été destitué et emprisonné. Le juge Patterson a perdu sa robe et attend son procès. 12 PDG ont été démis de leurs fonctions. Keisha sourit. Emma peut reposer en paix. David effleura délicatement le portrait de sa fille posé sur la table. Tu sais, Keisha, Emma disait toujours que quand elle serait grande, elle aiderait les autres enfants. D'une certaine manière, c'est toujours ce qu'elle fait. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de transformer votre douleur en motivation et de construire quelque chose qui protège les autres de subir la même souffrance. Et vous ? Avez-vous déjà été confronté à des injustices qui semblaient impossibles à surmonter ? Laissez-nous vos commentaires sur la façon dont vous avez réagi et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la justice, même si elle tarde, finit toujours par être rendue.